Bonjour à toutes et à tous, je suis Dr Adel Barry et Women in Global Health Niger vous souhaite la bienvenue dans cette conversation inspirante avec des icônes et des championnes de la santé publique africaine. Bonjour cher maître. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir au sein de votre service ici. Je m'en vais vous présenter avant qu'on commence avec nos questions. Docteur Adama Seydou, vous êtes actuellement chef de service de chirurgie viscérale ici à l'hôpital général de référence de Niamey, où vous avez été d'ailleurs pionnière dans la mise en place des services de chirurgie. Vous avez commencé votre carrière en tant que chirurgienne à l'hôpital national de Niamey en 2012, avant d'être mutée à l'hôpital général de référence de Niamey en 2017. Depuis avril 2022. Vous avez présidé le comité technique consultatif à l'hôpital général de référence. Docteur Adama, vous avez été décoré en 2021 en tant que membre d'honneur de l'Association française de chirurgie en reconnaissance à vos contributions exceptionnelles au domaine. Vous avez obtenu votre doctorat en médecine à l'université Abdou Moumouni de Niamey en 2006, où vous avez été la première femme à vous inscrire en spécialisation de chirurgie générale. Donc, vous étiez la première chirurgienne formée à l'université Abdou Moumouni de Niamey. En 2012, vous avez achevé votre spécialisation en chirurgie générale après une formation au CHU de Montpellier en France, où vous vous êtes concentrée sur la chirurgie hépato-biliaire et pancréatique. Vous avez également poursuivi des études de perfectionnement dans plusieurs universités françaises, obtenant des diplômes en chirurgie cancérologique digestive, en dissection et anatomie coloscopique, en chirurgie viscérale ainsi qu'en chirurgie hépatologique et endoscopique. En plus de ces fonctions cliniques, Dr Adama, vous êtes enseignante-chercheuse à la faculté des sciences de la santé de l'université Abdou Moumouni de Niamey, où vous avez cumulé 10 ans d'expérience et plus dans l'enseignement. Vous êtes auteur de plus d'une trentaine de publications scientifiques et membre actif de plusieurs sociétés professionnelles dont l'Afro-Middle East Hernia Society, la Société de chirurgie de la hernie du Niger. Docteur Adama, vous continuez d'être une figure influente dans le domaine de la chirurgie tant au Niger qu'à l'international. Bienvenue dans cette conversation, cher maître. Merci beaucoup, Dr Fatoumata. Je me permets de vous appeler cher maître parce que moi, je suis passée dans votre service pendant ma 7e année d'études médicales. Et j'aime dire souvent qu'il y a des personnes qui vous inspirent, peut-être elles ne le savent même pas. Souvent, ce n'est même pas qu'elles ont des conversations. Moi, je me rappelle, je venais dans le service, je vous voyais venir avant tout le monde. Je vous voyais venir avec un enthousiasme, je vous voyais, j'ai passé des blocs avec vous. Je vois l'excellence, l'enthousiasme avec lequel vous faites votre travail et ça m'a toujours suivi pendant toute ma 7e année de médecine. Je vous en remercie, cher maître. Pour ma première question, j'ai envie de vous demander pourquoi le choix de la santé après le bac. Avant de commencer, je tiens beaucoup à te remercier, toi et ton équipe, d'avoir pensé à ma modeste personne. C'est vraiment un réel plaisir de répondre à tes questions. Cette question, je pense que on me l'a toujours posée. Ayant des parents qui sont dans le corps médical, je pense qu'on ne peut pas voir plus grand que ça. C'est ça. Autour de soi. Mon père a toujours servi dans la pharmacie et ma mère infirmière, étant infirmière, je pense qu'on a vraiment toujours vécu dans la santé et je suis d'ailleurs la seule qui a embrassé la médecine. D'accord. Et mes autres frères et sœurs ont pris un autre chemin. C'est l'amour, c'est l'amour du métier. Je voyais ma mère qui partait à la garde, qui descend et j'aime bien aller la retrouver au service, c'est toujours un plaisir, donc ça m'a toujours inspirée de faire la médecine. Donc c'est vraiment les parents, de voir les parents servir comme vous dites, parce que c'est le mot service aussi. Je sais que le travail de chacun est un service, mais en plus de ça, le travail de la santé, c'est vraiment servir les populations. Mais alors, pourquoi le bistouri quand vous avez fini la médecine? Alors, pourquoi le bistouri? Vous savez, j'ai jamais eu l'idée un jour que
Et je pourrais être chirurgienne parce que pour moi, même quand j'étais adolescente, je lisais beaucoup, hein, je lisais beaucoup les romans. Je me disais que je ne savais même pas que la chirurgie existait au Niger. Avant d'aller au lycée, en fait, je me dis que bon, voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire qui n'existe pas au Niger. Et avec le temps, quand j'ai commencé la médecine, j'ai vu qu'il y a des chirurgiens. Et c'est surtout à l'université, au cours des études, des stages d'étudiants dans les différents services hospitaliers. Quand je suis arrivée en chirurgie, ma rencontre a été percutante avec mes maîtres, avec mon mentor, qui je les voyais opérer. Et vraiment, ces maîtres nous ont mis à l'aise. Et ils ont en fait démystifié le terrain, la carrière. On nous laissait nous habiller, accompagner les maîtres au bloc. Et ça m'a beaucoup inspirée. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Je pensais que ça a toujours été un métier d'homme. Je me suis dit que pourquoi pas moi? Et c'est surtout en fait le soutien de mes maîtres et de mon mentor, dont je souligne ici le professeur Sani Rachid. Il m'a beaucoup encouragée et il m'a beaucoup fait comprendre que le métier là est fait pour tout le monde. Pour tout le monde. Oui, voilà. Ça, c'est une bonne transition pour ma prochaine question. Parce que j'ai écouté une de vos interviews, je pense sur YouTube, il y avait une télé qui vous avait interviewé. Et vous avez notifié que dans votre travail, que ce soit avec vos collègues ou encore avec les patients, vous ne sentez pas le poids du genre que vous êtes une femme. Vous êtes seulement une chirurgienne. Tout à fait, tout à fait. Au Niger, vous savez, étant une société qu'on peut dire conservatrice quand même et traditionnelle, on se pose la question, on peut se poser la question, si je suis une femme chirurgienne, est-ce que les patients vont me faire confiance? Et je pense que je ne me suis pas trop attardée sur cette question parce que sincèrement, je vous dis, hein, même moi j'ai été surprise quand vous avez en face de vous une personne d'un certain âge ou en tout cas de sexe masculin à qui vous dites que vous devrez l'opérer et que vous ne voyez pas dans son regard cette méfiance ou ce manque de confiance, je pense que ça vous galvanise, ça vous donne beaucoup plus de tonus. Sincèrement, je vous dis, j'ai jamais eu à avoir ce problème de complexe des patients face à mon genre. Étant une société, comme je vous dis, conservatrice traditionnelle, quand un parent vous confie son enfant pour faire la circoncision, imaginez. Et quelqu'un qui ne dit pas, c'est une femme, pourquoi elle va faire la circoncision de son enfant pour ça, il va devenir, comme on dit, un homme. Et sincèrement, j'ai eu à faire beaucoup de circoncisions. Je n'ai pas prié ces patients de venir me voir. Ils sont venus me voir. Ils m'ont demandé de faire la circoncision à ces enfants. Et je pense que c'est une fierté. Et c'est une fierté. Et je pense que le Niger a vraiment dépassé ce stade. En tout cas, si vous regardez aujourd'hui dans la santé, il y a beaucoup de femmes. En chirurgie particulièrement, il y a beaucoup de femmes. Il n'y a pas que la chirurgie, être chirurgienne. Il y a beaucoup de personnel paramédical qui sont dans la chirurgie, en anesthésie, les techniciens en aide-chirurgie. Aujourd'hui, on peut former pratiquement une équipe. On peut se retrouver par hasard un jour que l'équipe est totalement féminine. Et on est bien au Niger. Et je vous assure, il n'y a pas que à Niamey. D'accord. Pas que à Niamey. Ça, c'est vraiment intéressant. Et surtout, vous avez parlé des patients parce que moi, je vous voyais, ce qui m'a fasciné le premier jour de mes consultations externes avec vous, c'est que je vous ai vu dessiner aux patients ce que vous allez faire. Je me rappelle, c'était des patients qui n'étaient pas lettrés. Vous alliez faire, j'oublie l'intervention, mais vous avez fait un dessin au patient, vous lui avez montré, je vais couper ici, je veux faire ceci, ici j'enlève ça, donc vous allez être sur tel médicament, etc. Ça m'a vraiment frappé de voir que les patients, quand ils sont en face de vous, vous mettez à leur niveau. Parce que vous avez même dessiné pour montrer aux patients ce que vous allez faire. Et j'aime bien la phrase que vous avez dite. Se mettre au même niveau que le patient, c'est très important. C'est très important parce que je le dis toujours à ceux qui sont autour de moi, le poste que vous avez ou la place que Dieu vous a
donné. Je pense que c'est Dieu qui m'a mis aujourd'hui sur cette place, être chirurgienne, être à ce poste de chirurgie. Et ne pensez pas que vous êtes au-dessus de quelqu'un qui vient chez vous consulter. Aujourd'hui, ça doit disparaître. Quelqu'un vient vous l'engueuler, vous montrer que vous êtes le patron. Non. C'est vrai qu'il faut montrer une certaine fermeté pour garder la confiance, pour que le traitement soit pris au sérieux. Mais il faut se mettre au même niveau pour créer la confiance entre vous et le patient. Si le patient ne vous fait pas confiance ou il vous craint, comment vous voulez qu'il vous pose des questions? Moi, ce qui me fait mal, c'est quand je vois quelqu'un avec une cicatrice, je lui demande quand est-ce qu'on vous a opéré. Certes, il va vous dire quand est-ce qu'on l'a opéré, mais je vous assure, il y a des patients qui ne savent même pas qui l'a opéré. Wow. Ils ne connaissent même pas le nom du chirurgien qui l'a opéré, alors que ce chirurgien, il l'a côtoyé pendant un mois, une semaine ou plusieurs semaines. Pourquoi vous ne posez pas la question? Ah, je ne sais pas si je dois poser la question. Oui. Bien sûr, vous devrez poser la question. Et en plus, pire de ça, la personne ne sait même pas pourquoi on l'a opéré, qu'est-ce qu'on lui a retiré, exactement, de quoi on l'a traité. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de mots en langue occidentale pour exprimer. Si la personne n'est pas lettrée, il y a des termes en langue nationale. Si la personne ne comprend toujours pas, il y a des dessins. Aujourd'hui, c'est vrai que on devrait avoir des post-it pour expliquer aux patients avec des dessins. Même la personne lettrée a besoin d'un dessin, parce que tout le monde n'est pas du corps médical. Elle a besoin d'un dessin pour comprendre qu'est-ce qui arrive à son corps et qu'est-ce qu'on va retirer. Et aussi, surtout, quelles sont les complications que la personne peut avoir. Parce que les complications, ça existe, c'est décrit partout. Une fois que vous avertissez la personne, voilà les complications susceptibles d'arriver, voilà ce qui peut arriver, voilà cette maladie, on ne peut pas la traiter totalement, on peut vous soulager, etc. etc. Je pense que la communication, c'est le meilleur moyen de guérir quelqu'un. Le manque de communication est mortel. Wow. Imaginez quelqu'un vous l'opérez, il ne sait pas qu'il ne doit pas faire ci, qu'il ne doit pas faire ça. Si vous ne communiquez pas ou que vous ne donnez pas l'occasion à cette personne de vous poser des questions pensant que bon, cette personne, je peux pas, elle n'est pas accessible, comment je peux lui poser toutes mes questions, etc. La personne va se retourner sur, comme on appelle sur Google. Et là-bas, c'est du n'importe quoi. Et elle va se perdre. Si cette personne que vous recevez, elle ne peut pas avoir les réponses qu'elle a, je pense que la consultation ne vaut pas le coup. Je pense qu'il faut toujours privilégier la communication et toujours se mettre au même niveau que la personne, mettre la personne à l'aise. Et je pense que la guérison arrive déjà à moitié en ce moment-là. Absolument. Et je vous ai vu faire ça avec brio. Merci. Cher maître, au Niger, est-ce que vous pouvez nous parler du ratio homme-femme en chirurgie, toutes spécialités confondues? Est-ce qu'on a... Là, je vous dis, les choses ne font que s'améliorer avec le temps. Je n'ai pas le ratio en tête exact, mais je vous dis, aujourd'hui, en 2024, il y a de plus en plus... Il n'y a pas une année en résidence, en chirurgie, où il n'y a pas une femme qui s'inscrit en chirurgie, que ce soit en chirurgie générale, en neurochirurgie, en chirurgie traumatologique, etc. Il n'y en a pas. Et il y a assez de femmes, en tout cas aujourd'hui, qui ont embrassé la carrière du bistouri. Et chaque jour, un peu plus. Et surtout même en formation locale, ici au Niger. Il y a beaucoup de résidents qui sont ouverts aujourd'hui. Et les femmes ont beaucoup plus de facilité de se former sur place. Et il y a beaucoup aussi qui partent se former à l'extérieur. D'accord. Cher maître, à quoi ressemble une journée dans la vie d'une chef de service de chirurgie? Bon, moi, c'est vrai, le terme c'est chef de service, mais moi, je n'aime pas être appelée chef. Je n'aime pas. Ce mot m'a toujours dérangée. Et pourquoi? Je pense que quand on est nommé chef de service, on est là juste pour coordonner. On est là pour coordonner, guider. Parce qu'il y a un service, il faut qu'il y ait quelqu'un qui aide à prendre les décisions, qui aide à canaliser, qui aide à valider donc, certains faits, puisque on ne crée pas un service comme ça où tout le monde fait ce qu'il veut, etc. Moi, je pense que c'est juste un poste de coordination. Hein. Pour moi, chef de service, c'est un poste de coordination parce que le travail se fait ensemble, on fait tout ensemble, on coordonne, on organise, etc.
Et la journée, je pense que c'est comme tout le monde, hein. Je pense que je travaille au même pied que les autres. C'est vrai que chacun a son poste, mais sinon, moi, ma journée de chef de service, comme vous le dites, pour moi, c'est une journée d'abord de chirurgien dans mes activités et une journée pour aider, guider les autres et travailler ensemble. D'accord. Je ne vois pas quelque chose au-delà de ça, en fait. Mais quand on sait qu'on doit opérer et qu'on doit aussi faire des visites et qu'on doit coordonner une équipe. Alors, c'est vrai, la vie d'un chirurgien, et à part le chef de service, il y a les consultations et il y a les opérations chirurgicales, il y a la visite parce que vous ne pouvez pas opérer quelqu'un et ne pas le visiter. C'est une question d'organisation en fait. Vous venez, vous devrez le matin, la première des choses, d'accord, avec le personnel du service, c'est de voir d'abord visiter les malades que vous avez opérés, de faire un mini-staff, qu'est-ce qui n'a pas marché hier nuit pour ceux qui ont fait la garde, qu'est-ce qu'on a eu comme urgence, tout ça, on discute de ça le matin avant d'aller très rapidement. C'est quelque chose qui se fait très rapidement parce qu'il y a le bloc opératoire, soit c'est une matinée de bloc opératoire, soit c'est une matinée de consultation externe. Ou bien, bon, les urgences, c'est des astreintes, on vous appelle à tout moment, vous pouvez aller répondre et voir les malades. Et maintenant, la place de chef de service, il ne peut pas y manquer des réunions. Et je pense que l'administration fait en sorte de nous ménager un peu pour vraiment choisir des heures pour organiser des réunions, pour qu'on puisse assister à ces réunions. Je pense que c'est une vie comme une autre de chirurgien et pas plus que ça. D'accord. Quand je me fie à un article sur les résultats en termes d'impact dans la comparaison entre hommes-femmes en poste de responsabilité, je voudrais m'intéresser aux perspectives uniques ou différentes dans la gestion des équipes. Selon vous, quelles sont les compétences clés qu'il faut pour diriger un service, comme être un chef de service, par exemple? Ou ça peut aller à différents je niveaux. pense que pour diriger un service, il faut déjà être à l'écoute. Il faut être ouvert. Il faut être à l'écoute de ces personnels et des patients qui viennent visiter votre service. Ça, c'est un. Et il faut être ouvert. D'accord. Et il faut être un leader quand même pour guider les gens parce que beaucoup comptent sur vous. Qu'est-ce que je dois faire, etc. Quand quelqu'un vient vous voir, je pense qu'il faut donner des exemples, il faut donner des bons exemples, être un bon leader, être à l'écoute. C'est ça. Je pense qu'il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas plus que ça. Il faut donner des bons exemples et être le bon leader, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des valeurs que vous avez rapportées de la famille, de la maison que vous utilisez dans le travail? La rigueur et la discipline. La rigueur et la discipline. Quand vous avez des enfants à la maison, il faut leur apprendre la valeur des autres et la discipline. D'accord? Et le sérieux dans ce que vous faites. On est en médecine, il faut du sérieux. On prend la vie des êtres humains en charge. C'est ça. Il faut beaucoup de sérieux et il faut beaucoup d'amour aussi. S'il n'y a pas d'amour, je pense que on ne peut pas faire le métier qu'on fait. Il faut beaucoup d'amour pour que à 2h du matin, quand on vous appelle, que vous répondiez. Il faut beaucoup d'amour pour ça. Que vous venez aux urgences. Oui, il faut beaucoup d'amour. Voilà. D'accord. J'ai vu, cher maître, que depuis quelques années, vous ne servez pas seulement les patients dans les blocs opératoires, mais aussi l'éducation en santé, que ce soit en cours, à la fac ou l'encadrement de thèse, en tant qu'enseignante-chercheur à l'université qui m'a formée. Vous avez quand même co-dirigé plus d'une trentaine de thèses de doctorat en médecine. Et dans ce travail, que vous faites un pont entre votre expertise à l'hôpital, dans le bloc opératoire, mais le rêve de beaucoup d'étudiants et d'étudiantes en médecine. Vous rendez le mentorat possible. Et moi, je vous ai vu me mentorer dans des blocs opératoires en me rappelant mon anatomie quand vous faisiez des opérations. Quelle est l'importance de transmission pour vous, de transmettre cette expertise que vous avez aux jeunes qui sont à l'université ou qui sont sur vos terrains de stage?
Je pense que vous n'êtes pas sans savoir, mon statut a changé depuis l'année passée où j'ai été recrutée à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Je suis assistante à la faculté des sciences de la santé. Mais bien avant ça, mon maître, mon mentor m'a toujours formée et m'a toujours formée dans ce sens. Il m'a toujours initiée à encadrer les étudiants. Et je pense que cette expérience dont vous dites, c'était le moment où mon maître m'initier donc à coordonner, à enseigner. J'ai toujours eu cet amour et pendant plus donc d'une dizaine d'années à ses côtés, les coordinations de thèse, c'est vraiment la co-direction de la thèse auprès de mon maître et aussi les étudiants en médecine qu'on nous envoie. On ne peut pas envoyer un étudiant en médecine dans le service où vous êtes et que vous les ignorez. C'est ça. Vous avez l'obligation et le devoir de les initier, de les former. Demain, c'est eux qui vont nous soigner. Donc, cet amour a toujours existé, comme je vous ai dit. Et étant donc auprès de mon maître où j'ai reçu cette initiation dans la formation. Ça a été concrétisé l'année passée, un poste s'est ouvert, j'ai posé ma candidature et j'ai été retenue. Voilà donc ce qui répond totalement à mes besoins de transmission et à mes amours de transmission. Donc étant enseignante, chercheuse et le goût d'enseigner et l'amour d'enseigner, je pense que vous enseignez quelle matière? En fait, la chirurgie générale. On est en chirurgie générale, donc la chirurgie générale, la médecine en général. Est-ce que ça vous procure plus de plaisir que quand vous êtes dans un bloc? C'est deux choses qui sont liées, en fait. C'est deux choses qui sont liées parce que ce que j'enseigne le plus souvent, ce que je sais faire, c'est la chirurgie. La chirurgie. Et elles sont totalement liées. Et ici, à l'hôpital, on est en détachement. Vous savez qu'on relève du ministère de l'enseignement supérieur. Donc, ici à l'hôpital, on est en détachement. Étant chirurgien, on ne peut pas aller s'asseoir seulement à l'université et enseigner. Il faut pratiquer. Et en pratiquant, c'est le meilleur moment et la meilleure occasion aussi de former les autres et de former les étudiants et surtout de former les résidents en chirurgie. Exactement. Charlotte, vous-même, vous vous êtes pas arrêté seulement à votre résidanat. Vous vous êtes formé plusieurs fois à avoir différents autres diplômes pour vous perfectionner. Quelle est la place de l'éducation continue pour être un bon leader? C'est important. Quand vous avez un diplôme de chirurgie générale, et n'importe quel diplôme d'ailleurs, je pense que les autres formations continues, c'est des perfectionnements. Dans des spécialités beaucoup plus pointues qui te permettent d'affiner et de continuer le travail que tu fais tous les jours et surtout de te remettre en cause, puisqu'il n'y a pas que les formations continues, il y a aussi les participations au congrès scientifique, les échanges scientifiques. Ça te permet de te mettre à jour, d'avoir des choses nouvelles, de revoir ta façon de travailler et d'avoir beaucoup plus de connaissances. Ces formations continuent, par exemple en chirurgie laparoscopique, aujourd'hui, on en a besoin. Aujourd'hui, la chirurgie mini-invasive, on ne peut pas s'en passer. Elle a franchi les frontières de l'Afrique depuis belle lurette. Elle a franchi les portières du Niger depuis une vingtaine d'années. Donc, aujourd'hui, le patient, c'est lui-même qui vous demande cette technique. Voilà, ils appellent ça laser alors que ce n'est pas le laser. Voilà, donc vous voyez, beaucoup de spécialistes aujourd'hui ne s'arrêtent pas à ce qu'ils ont appris. Ils continuent à se perfectionner dans des spécialités beaucoup plus pointues pour vraiment répondre aux besoins actuels et d'être d'actualité. Voilà. Oui, j'ai souvenir d'une patiente que vous avez opérée par cystoscopie et qui racontait à son accompagnant que vraiment, grâce à Dieu, regarde là, je n'ai plus la longue cicatrice. Et elle lui dit, mais c'est la docteure là qui sait faire ça. Cher maître, si vous avez en face de vous une jeune femme de 25 ans qui vient d'obtenir un doctorat en médecine et qui a toujours rêvé de tenir le bistouri avec compétence, avec amour, avec enthousiasme comme vous, quel conseil pratique lui donnerez-vous?
Vous l'avez dit, hein, elle a toujours rêvé. Elle a toujours aimé de tenir le bistouri. Qu'est-ce que je peux faire si ce n'est pas l'encourager? Et je ne peux pas faire quelque chose que de ne pas l'encourager. Si elle aime, parce que moi, la première question que je pose à la personne qui veut faire la chirurgie, si c'est une jeune dame, est-ce que vous aimez? Sincèrement, est-ce que vous aimez? Voilà. Déjà, si elle vient vous voir, je pense qu'elle aime déjà ce métier. Sinon, elle ne viendra jamais. Elle ne vient pas juste pour expédition, pour tâter le terrain. On ne peut pas faire ce métier sans l'aimer. Je ne peux que l'encourager. Et surtout, lui dire que ce n'est pas réservé seulement aux hommes. Je pense que si on regarde, les femmes sont beaucoup plus méticuleuses. Je suis désolée, les hommes, mais je pense que les femmes de nature sont beaucoup plus méticuleuses et la chirurgie, c'est une question de précision, d'être méticuleux à droit. Et je ne pense même pas, je ne sais pas, ça aurait même dû être une femme, la première chirurgienne du monde. Parce que, voilà, je ne vois pas en quoi ce métier on peut dire qu'il est masculin. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui le font. La société aujourd'hui change, les femmes sont partout. Oui. Les femmes sont partout. Sont partout. Donc, une fois vous utilisez votre intelligence, elle est la même chez l'homme et chez la femme. Vous utilisez votre dextérité. Je pense que la femme, elle a un plus par rapport à l'homme. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Vous avez dit que les femmes sont partout, cher maître. Il y a des statistiques de Women in Global Health dans un rapport. Le rapport a évalué, ils ont trouvé qu'en fait, il y a beaucoup plus de femmes. Quand on cherche les prestataires de soins, au niveau mondial, on a plus de 70%. Mais quand on vient au poste de responsabilité, elles en ont à peu près 25%. Quand on vient dans nos pays en voie de développement, les postes de responsabilité dans la santé des femmes revient à presque 5%. Et le rapport aussi a évalué qu'est-ce qui fait ça, pourquoi. Et à la base de la pyramide, le premier obstacle, c'est un syndrome d'imposture. C'est de sentir qu'on n'est pas à sa place ou souvent qu'on n'est pas capable. Avez-vous déjà eu cette sensation au cours de votre carrière? Je pense que c'est les autres qui font que la femme pense qu'elle n'est pas capable, qu'elle n'est pas à sa place. Comment ça? Si vous vous laissez que quelqu'un vous dise que vous ne pouvez pas le faire, ça va être comme ça. Je pense que la femme elle-même, c'est un combat, on doit le continuer. La femme, elle l'a prouvé aujourd'hui qu'elle peut tout faire. Absolument. D'accord? Et si toujours on pense qu'on est le sexe inférieur, on ne va jamais être à la hauteur. Ce combat, on ne va jamais le mener. On ne doit jamais laisser comprendre que ou nous laisser mettre dans la tête que ça, non, c'est pas réservé à la femme. Non. Je pense que la rigueur, la femme l'a. La discipline, la femme l'a. Aujourd'hui, comme on le dit, qui tient la maison? C'est vrai, c'est l'homme qui s'occupe de la maison. Mais une maison sans femme, c'est le vide en fait. C'est le vide. C'est la femme qui guide tout. C'est la femme qui coordonne tout. Mais pourquoi aujourd'hui, elle ne peut pas tenir des postes de responsabilité? Parce qu'elle le fait déjà. Oui, parce qu'elle le fait déjà. Moi, je ne me laisse pas qu'on me dise je ne peux pas le faire. Non, il faut prouver. En fait, il faut prouver par les actes que tu peux le faire. Tant que tu prouves que tu peux le faire, il faut le prouver, il faut continuer. C'est vrai que c'est un combat. C'est vrai que quand une femme est nommée responsable, j'ai l'impression qu'elle doit fournir plus d'efforts que l'homme pour prouver qu'elle peut le faire. Et sincèrement, jusqu'à présent, ça existe. Quand vous êtes avec un homme, la femme doit faire plus d'efforts. Le moindre petit pas, on va dire, bon, c'est parce que c'est une femme. On ne dira jamais c'est parce que c'est un homme. Oui. Et ça, c'est dans ce sens que le combat doit continuer. Et je pense que nos responsables essayent quand même d'aller au-delà de ces 5%. Et chaque fois, je pense que le genre est de plus en plus encouragé. Et nous pensons qu'à l'avenir, ça va se multiplier et ça va aller au-delà de ça.
Maintenant, Voilà. comment est-ce qu'on va faire si nous, on veut augmenter ces 5%? Vous dites et je suis d'accord avec vous quand vous dites que c'est les autres qui vous font sentir souvent que vous n'êtes pas à votre place. Parce que j'ai posé cette question à beaucoup de femmes et la majorité m'ont dit non, qu'elles n'ont pas peur d'assumer un poste. Donc souvent, c'est les gens justement qui nous font penser que peut-être on n'est pas à la hauteur. Maintenant, comment on fait si on veut augmenter, on veut avoir beaucoup plus de femmes à des postes de responsabilité? C'est de multiplier comme ce que vous faites. Je pense que le travail que vous faites est exceptionnel. Le travail que vous faites, ce genre de travail, je pense qu'il est à saluer. Et vous êtes toujours auprès des femmes, vous parlez toujours pour la cause de la femme. Je pense que beaucoup de gens, on devrait vous accompagner à le faire. On devrait vous accompagner. C'est ça qui va faire que nous allons nous faire entendre davantage. C'est ça en fait, c'est ça, il faut se regrouper, il faut discuter, il faut parler, il faut bousculer, hein? Et je pense que c'est ce que vous faites et on ne peut que vous encourager et nous aussi on doit faire pareil pour nous faire entendre. Merci cher maître. Question un peu, on va dire peut-être compliquée ou peut-être pas. Laisserez-vous un jour le bistouri pour les politiques publiques? Bon, de un, je ne fais pas la politique. On a essayé de m'approcher, j'ai essayé pendant quelques mois. Je ne dirais pas quel parti, mais j'ai pas pu tenir. Je ne fais pas la politique. Mais quand les institutions, quand une institution de la République vous approche et étant apolitique et vous propose un poste politique, ce qu'elle voit déjà en vous des qualités que vous pouvez prendre ce poste et remplir ce travail. C'est une fierté. Oui. Aujourd'hui, il n'y a personne qui ne sera pas fier de servir son pays parce que tous ceux qui sont en train de servir le pays sont des Nigériens comme vous et moi. Donc, étant apolitique, si on vous approche pour un poste politique, vous ne pouvez pas dire non parce que c'est une fierté. Mais à mon niveau, laisser le bistouri, je ne pense pas laisser le bistouri. Les postes politiques ne sont pas éternels. Oui, un poste de ministère de la Santé n'est pas... Voilà, c'est vrai qu'un poste ministériel ou n'importe quel poste politique est prenant, mais il est ponctuel. Donc, on ne peut pas laisser totalement son bistouri. Et j'ai vu beaucoup de ministres qui, après le poste ministériel, ils sont revenus à leur bistouri. Je parle même de la chirurgie. D'accord. Hein? Parmi même nos maîtres, on a ceux qui ont été ministres et ils sont revenus à leur chirurgie. On ne peut pas laisser le chirurgie. Tant qu'on n'est pas à la retraite sur le plan physique, on ne peut pas le faire. Mais moi, si on revient à ma personne, aujourd'hui, je ne peux pas dire non. Je ne peux pas accepter un poste, mais il faut que je reste dans mes bottes, sur mes principes, sur les qualités que j'ai. Pour si je dois remplir ce genre de travail, il faut que ça soit sur mes propres valeurs et mes propres, c'est-à-dire mes propres principes. C'est vrai qu'on dit en politique, vous êtes obligé de vous changer, de suivre, etc. Mais je pense qu'il faut garder le minimum de sa personnalité et de faire le travail aussi. Être objectif, rester dans ses principes. C'est ça l'objectif et faire bien son travail. D'accord. Une peut-être avant-dernière question. J'ai parlé hier avec une dame qui est dans la santé depuis 30 ans et qui me dit qu'elle regrette de ne pas être allée en politique parce que c'est là qu'elle elle va prendre tout ce qu'elle a, ce que vous dites, ses principes, ses valeurs, pour faire appliquer le changement qu'elle veut. Parce que si on veut un changement, il faut pouvoir être dans les chaussures des gens qui... Vous en pensez quoi? Elle a tout à fait raison. Aujourd'hui, quand vous voyez des failles dans des systèmes de santé et que vous êtes là, vous pratiquez et que vous n'avez jamais eu cette occasion d'être de l'autre côté pour faire changer les choses, je comprends bien cette dame. Elle a tout à fait raison. Parce que quand vous êtes dedans, vous voyez parfois beaucoup plus les solutions et les difficultés qu'il y a. Et si l'occasion vous est donnée de le changer, pourquoi pas? Pourquoi pas?
Et je pense qu'elle a tout à fait raison. Et je pense que ce poste-là, c'est un poste que tout le monde doit accéder tant que vous pratiquez. Vous avez toujours envie de changer les choses. Pourquoi pas? Je pense qu'elle a tout à fait raison. Et c'est l'occasion, en tout cas une meilleure occasion de mettre ce qu'elle a dans la tête en valeur et de surtout promulguer le changement dont elle voit et qui n'arrive pas peut-être. C'est le meilleur moyen. D'accord. Une dernière question, cher maître. Vous êtes ministre de la Santé du Niger. On vous nomme ministre de la Santé. Qu'est-ce qui vous vient en tête d'une urgence ou de votre première activité ou votre première... ce que vous allez changer dans la chirurgie? Qu'est-ce qui vous vient en tête? La sécurité sociale. Pourquoi? Il faut que tout le monde, c'est-à-dire le système de santé qui nous manque au Niger. Je sais que toujours on me dit c'est en cours. La sécurité sociale pour tous. La prise en charge de tout le monde, que ce soit depuis le cultivateur, la femme au foyer, le fonctionnaire, le ministre, chacun doit avoir accès aux soins d'une manière équitable. Et pour ça, il faut qu'il y ait un système de sécurité sociale pour tous. Et beaucoup de pays dans les sous-régions, je pense, ont déjà commencé. Et je pense que moi, c'est la première des choses qui toujours me touche. La sécurité sociale pour tous. Maintenant, si vous me donnez l'occasion de parler de la deuxième chose, c'est d'équiper encore davantage nos systèmes de santé. Je pense qu'on a les moyens aujourd'hui. On a les moyens d'équiper davantage. Aujourd'hui, le Maghreb a totalement changé parce qu'ils ont totalement changé leur système de santé. Il y a des gens en Europe qui viennent au Maghreb se faire soigner. Se faire soigner parce qu'ils ont changé leur système sanitaire. Ils ont équipé. Ils ont mis à niveau. Je pense que on est sur le chemin. Nous aussi, on peut le faire. Nous aussi, on peut le faire. C'est d'équiper mieux nos centres de santé, de former davantage les soignants et puis, en premier lieu, la sécurité pour tous. La sécurité sociale. Chacun doit avoir un accès équitable au système de santé. Oui, ça c'est d'ailleurs répondre au premier mandat même du ministère de la Santé parce qu'il faut que chacun puisse avoir accès aux soins. Et aujourd'hui, on parle de couverture sanitaire universelle. Ça seulement peut changer. Et d'ailleurs, la santé, même si c'est économique. Tout à fait. Parce que si aujourd'hui, il y a des gens, quand ils tombent malades, c'est tous les fonds de la famille qui vont aller dans la prise en charge. Et là, c'est un problème... qui continue comme ça? Non, je pense que c'est un problème que l'État actuel est en train de prendre en charge, puisque déjà, si vous avez entendu, les frais médicaux vont passer à 50%. C'est déjà une grande avancée. C'est déjà une grande avancée. Mais il n'y a pas que les actes et les soins, il y a aussi les produits pharmaceutiques. Oui, il y a aussi, ça coûte. Surtout pour les villageois qui arrivent, les malades chroniques, ça aussi, je pense que l'État va trouver un moyen pour que tout le monde puisse accéder aux produits pharmaceutiques d'une manière beaucoup moins contraignante qu'actuellement. Je pense que la solution sera dans la subvention de ces produits, dans les pharmacies de gestion des hôpitaux, etc. Je pense que c'est une grande avancée. Et pour couronner tout, établir le système de santé pour tous, ça va être le top. Et voilà, et ainsi de suite. Voilà ce que j'ai dit aussi, équiper et puis former. D'accord. Merci beaucoup, cher maître. Une auteure noire américaine que j'ai beaucoup lue, qui s'appelle Maya Angelou, qui a écrit un poème qui s'appelle Femme phénoménale. C'est toujours celle qui me vient en tête quand je parle avec vous. Elle dit: les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Et j'ai envie de vous dire merci pour comment vous m'avez fait ressentir quand j'étais passée dans votre service, que j'étais capable. Et je vous ai vu faire ressentir à des patients qui sortent de votre service qu'ils ont été vraiment guéris parce qu'ils ont été aussi entendus. Vous l'avez dit tout à l'heure, la communication guérit en partie.
Je vous dis merci beaucoup pour votre temps. Merci Fatoumata, c'est Merci. un réel plaisir toujours d'être avec vous. Merci beaucoup et je ne peux que vous encourager à faire ce que vous faites et voilà. Et ça m'a toujours ému d'entendre que j'ai laissé un impact positif dans votre personnalité. Sincèrement, si je vous dis, vous n'allez pas me croire, je ne me souviens pas du tout. Bien sûr, je sais. Désolée, je ne me souviens pas du tout. Mais je me souviens de votre passage ici, mais je ne savais pas l'effet que j'ai pu laisser dans votre vie. Voilà. Donc, je ne le savais pas du tout. C'est toute votre personnalité. Merci beaucoup. Je vous en remercie. Je vous remercie. À bientôt. Merci, au revoir. C'était Adèle dans la conversation avec l'icône et la championne de santé publique africaine. À bientôt avec une nouvelle conversation, une nouvelle femme, une nouvelle championne et une nouvelle inspiration.